Ravi, chers téléspectateurs, de vous retrouver dans cette émission Cercle des Arts. Aujourd'hui, nous allons parler de la littérature pour commencer. Il s'agit d'un jeune romancier qui s'appelle Moustapha Diop. Bonjour Moustapha. Bonjour madame. J'espère que vous vous portez bien et je vous remercie infiniment de cette invitation dans ce Cercle des Arts. Il s'agit de Moustapha Diop, dit Tafa Aziz. Vous avez publié votre ouvrage intitulé Les merveilles de la plage. Les merveilles de la plage, voilà, édité en juillet 2019. Et il s'agit d'un livre de 205 pages. Les merveilles de la plage, qui est un roman autobiographique. On vous surnomme Tafa Aziz. Vous êtes enseignant en service dans le département de Vélingara, précisément dans la commune de Linkering, à l'école Yoruba Baldé. Vous êtes fondateur du mouvement Les enseignants debout, voilà, dont l'objectif est de redonner à l'éducation sénégalaise son lustre d'antan. Et voilà, M. Diop, qui est au cœur du monde de l'écriture. Voilà, M. Diop, je pense que j'ai dit l'essentiel sur vous. Absolument, absolument. Voilà. Seulement, vous allez me permettre un tout petit peu Tout à fait. de saluer mes parents. D'abord, de commencer par mon papa, dont je souhaite vraiment le repos de son âme, puisqu'il est parti en décembre 2016. J'ai prié pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Amin. Voilà. Je salue également ma maman d'amour, Maman Sembeng, mon maître de l'élémentaire, M. Ousseinou Gueye, qui a fait l'objet de plusieurs pages dans le livre. Peut-être on y reviendra. Ensuite, je salue mes anciens professeurs de Nibi, mes anciens professeurs de Boulel, surtout M. Ba, M. Diogoul, etc. Je salue également de passage tous les enseignants du département de Vélingara, en particulier l'inspecteur de l'éducation et de la formation, les enseignants surtout de l'école 7, en particulier la directrice et tous les collègues. Je salue également mon tuteur à Vélingara, Singh Kharimlo, et surtout le directeur de la maison d'édition Artige, vraiment pour sa pertinence et son dévouement vraiment à l'endroit de la littérature. Oui, M. Diop, dans les merveilles de la plage, on sous-entend des choses positives, des choses merveilleuses. Hein, voilà, les merveilles de la plage, qui est votre premier ouvrage. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce qu'on peut savoir derrière ça? Les merveilles de la plage, ça veut tout dire, je pense. Très bien, parce que déjà le titre est significatif. Parce que quand on dit les merveilles de la plage fait penser à un lieu de la mer où véritablement, si on a besoin de plus de tranquillité, si on a besoin de plus de réflexion, on se réfugie à la dans la vie. Alors, ce qu'on a toujours compris, c'est que les écrivains avaient l'habitude d'intituler les livres un thème qui regroupe toutes les parties du livre. Mais moi, j'ai voulu être un peu original, puisque l'originalité fait la pertinence de l'écriture. Alors, j'ai voulu me montrer reconnaissant par rapport au lieu où nous sommes venus, tous ces souvenirs que j'ai essayé de ressusciter dans ce livre. Parce que c'est vrai que je ne suis pas né dans un milieu où il y a la mer, je suis né à Kaffrine, à Djoumada, mais j'ai fait effectuer un voyage à Saint-Louis, visiter Hydrobase, la plage où nous sommes venus, l'envie d'écrire, l'envie de revenir sur une partie de mon enfance, l'envie de revenir sur le rôle très significatif de l'école, mais aussi l'ensemble des problèmes qui gagnent la société sénégalaise, en particulier la corruption, en particulier la crise des valeurs, en particulier également le manque de respect notoire qui tendrait vers ce qu'on appelle l'incivisme. La corruption qui est un sujet d'actualité, M. Diop, vous en avez parlé également dans cette œuvre, hein, thème d'actualité, l'Afrique souvent épinglée par les rapports. On voit récemment le Sénégal qui est épinglé. Voilà, vous avez abordé dans quel sens la corruption dans cet ouvrage? Absolument. Alors, vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la corruption est un thème d'actualité. Aujourd'hui, c'est une réalité qui est devenue de plus en plus fulgurante et répressive dans la société. Alors, ce qui en justifie cette assertion est du Forum civil qui vient la semaine dernière de montrer le Sénégal est dans la ligne rouge par rapport au niveau de corruption. Maintenant, moi, je l'ai abordé dans un cadre purement actuel. Parce que ce qu'on a compris, c'est qu'aujourd'hui, la compétence semble être laissée en rade au profit de l'incompétence. Et ceci est le résultat de la corruption. Parce que dans une société, si le mérite et la compétence
valent mieux que véritablement ce qu'on appelle pralon, c'est en fait un problème. C'est pourquoi, puisque l'écriture doit être un moyen de combat, doit être un moyen de réveiller le peuple sur tout ce qui gangrène le développement, il m'est vraiment vital de parler de ce thème-là à travers l'enfance. Parce que j'ai dit que la thématique de l'œuvre centrale, c'est l'enfance. Parce que l'enfance est le paradis de la vie. Donc maintenant, l'importance, c'est de profiter des épisodes que j'ai vécu dans mon enfance pour maintenant donner mon point de vue alors à travers différents thèmes parmi lesquels la corruption. Et j'en profite quand même pour demander, si possible à l'État, vraiment de faire de gros efforts pour éliminer ce grand moucher qui est en train de porter préjudice vraiment à la société sénégalaise. Quand ça donne à la corruption, c'est comme ça donne à des choses faciles. C'est la facilité en quelque sorte. Le bras long, vous en avez parlé aussi. Voilà, quand du bras long, on ne passe pas directement dans des choses, dans des choses qui sont mises en place, voilà, pour pouvoir avoir ce qu'on veut, mais qu'on fasse ça dans la facilité, voilà, ça c'est de la corruption. Voilà, du côté de la gestion également, on note cette corruption tout le temps. Nos dirigeants qui sont tout le temps épinglés et parfois il n'y a pas de suite. Les gens qui passent tout leur temps à donc déplorer ça. Voilà des choses à bannir dans la société. Monsieur Diop, vous en avez parlé. Quelle est l'autre thématique que je vous ai entendu tout à l'heure parler de la corruption, mais aussi de la crise des valeurs. La crise des valeurs qui est voilà, un constat général. Un constat général. C'est d'ailleurs l'ennemi public numéro 1 du peuple. Parce que pourquoi il est important de sauvegarder la culture dans un pays? Parce qu'un pays ne peut prétendre au développement s'il ne se connaît pas lui-même. Et la connaissance de soi-même passe d'abord par ce que notre président Poète Senghor appelait l'enracinement et l'ouverture. Donc il faudrait quand même que les gens apprennent quand même à retourner vers les ressources ancestrales. Je crois que c'est une chose importante. Parce que, alors aujourd'hui, moi, si j'étais, en tout cas, si j'étais à la place du chef de l'État, j'allais renforcer le ministère de la Culture. Donc, parce que c'est un élément décisif pour la construction d'une nation. Alors, la crise des valeurs, c'est un thème notoire. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les jeunes, pratiquement, ont perdu les valeurs. Et ça se mesure à tous les niveaux. Dans le système scolaire, on y retrouve la crise des valeurs. Dans le même monde de l'art, on y retrouve la crise des valeurs. Donc il est important que cette société vraiment s'efforce quand même de la meilleure grâce à retourner vers ce que les ancêtres nous ont légué de plus cher. Parce que je dis très souvent, l'Afrique en général, le Sénégal en particulier, était une structure, une localité bien partie. Parce que nous avions vraiment des ancêtres qui étaient très braves, assujettis, nourris jusqu'à la scène nourricière sur ce que nous avons appelé les valeurs culturelles africaines. C'est l'hospitalité, c'est le respect réciproque, c'est le civisme. Donc véritablement, pour reconstruire les bases solides de la nation, il faudrait lutter contre cet ennemi-là qui est la crise des valeurs, la crise sans précédent des valeurs. Les legs de nos ancêtres sont très riches, Moustapha Diop, comme vous l'avez dit dans cet ouvrage, des legs qu'on doit donc davantage prendre en considération parce que ce sont des legs très riches. Moustapha, comment vous l'avez décrypté dans cet ouvrage, tous ces points que vous venez de dire? Voilà, parce que le roman, comme j'ai dit tout à l'heure, se veut à la fois autobiographique mais aussi engagé. Parce que dans le roman, alors le narrateur c'est moi-même, c'est moi qui utilise la première personne du singulier. Mais alors l'objectif recherché, c'est de profiter des épisodes que j'ai vécus au cours de mon enfance, que j'ai rencontrés au cours du milieu scolaire, pour en profiter pour donner mon point de vue sur divers problèmes. Par exemple, je vous donne le cas, par exemple, de la partie où j'évoquais véritablement ce qu'on appelle le poisson d'avril. Alors, c'est en pleine enfance, je me souviens qu'un jour, ma famille a failli périr à cause de cette réalité que la société sénégalaise a épousée et qui ne sont pas des nôtres. Parce que, alors, généralement, le poisson d'avril, ça se fait d'une manière miraculeuse au Sénégal. On vous appelle, on vous dit que, par exemple, votre fils aîné vient de faire un accident et là,
vous êtes pris, si vous avez abusé. Voilà, très bien. Alors, et ce jour-là, maman a failli mourir. Et c'est à la fin qu'on lui a fait comprendre que c'était une poisson d'avril. Ce ne sont pas nos valeurs. Donc, j'en ai profité de ces occasions, de ces épisodes que j'ai vécu dans mon enfance pour montrer que la société doit se rétablir. Et pour se rétablir, il faut retourner là où on est revenu. D'accord, parce que si on ne sait pas où l'on va, on retourne à l'endroit d'où l'on vient. Tout à fait. Voilà, c'est très intéressant. Comme vous l'avez dit, c'est un roman autobiographique. Vous avez parlé de toutes les choses intéressantes qui touchent à la société, des choses qui sensibilisent. Comme c'est un roman engagé, vous l'avez dit tout à l'heure. Et voilà, vous avez également parlé de l'enseignement dans cet ouvrage aussi. Voilà, très bien. J'ai abordé la thématique de l'enseignement. Et j'en profite encore pour rendre hommage aux enseignants, particulièrement à mon maître de l'élémentaire, M. Nguyen, que j'ai parlé dans le roman, parce que l'enseignant est l'être le plus cher dans une société. L'enseignant est la sève nourricière de tout pays. Je crois que si on devrait véritablement choisir une personne le plus important dans une nation pour lui donner le cheval de l'ordre national du lion, ce serait l'enseignant. Comme celui qui forme le président de la République, celui qui forme le procureur, celui qui forme le magistrat, celui qui forme le journaliste. Donc, j'ai profité du modèle exemplaire de mon enseignant à l'élémentaire pour montrer que l'enseignant mérite tout le respect du monde. Donc, l'enseignant n'a pas des milliards, mais il n'a que des honneurs. L'enseignant n'a même pas besoin des milliards, mais il a juste besoin de former des hommes et des femmes valeureux et utiles à leur société. Donc, il faut véritablement rendre hommage à l'enseignant, lui redonner les moyens de former l'avenir de ce pays. Alors, parce que les enseignants sont parfois affectés dans des coins très reculés, et malgré les conditions très précaires, ils parviennent toujours à rester à eux-mêmes, c'est-à-dire garder le même objectif, c'est de former les futurs bâtisseurs de la nation. Oui, l'enseignement est un aspect prépondérant dans la société sénégalaise, M. Moustapha Diop. Vous avez aussi parlé du favoritisme dans cette œuvre. Très bien, du favoritisme, c'est toujours dans le lot des mots qui gangrènent la société sénégalaise. Tout à fait. Parce que, à mon avis, un ouvrage, une œuvre littéraire qui ne parvient pas à frapper le peuple jusqu'à la moelle épinière de son os, c'est une œuvre qui est vouée à l'échec. C'est pourquoi moi, c'est certes l'œuvre est autobiographique, mais mon ambition la plus envoûtante, c'est de s'attaquer à ces problèmes-là qui ne cessent de ternir l'image de la société sénégalaise, en particulier le favoritisme. Parce que le favoritisme semble être un peu assimilaire à ce qu'on appelle la corruption. Corruption, voilà. Oui, c'est similaire. Voilà, c'est similaire. Et véritablement, il faudrait que l'on prenne des mesures draconiennes contre ces fléaux. Voilà, contre ces fléaux. Et la responsabilité première engagée, c'est l'État. C'est l'État. C'est également la population. Parce que aussi, si l'État a des ambitions très vertueuses et que la population elle-même ne veut pas changer, on peut investir des milliards, rien ne change. Moi, très souvent, je prends le contre-pied de Macron. Parce que Emmanuel Macron, il dit que dans une famille africaine, alors, s'il y a 9 enfants, investissez des milliards, rien ne changera. Mais moi, je prends son contre-pied. Parce qu'à mon avis, même si une famille compte 1000 personnes, mais qui sont bien éduquées, qui sont bien prises en compte en fonction de leur valeur ancestrale, si on investit des milliards, ça va marcher. Mais tout dépend de l'éducation. L'éducation est la pierre angulaire du fondement de toute nation. C'est pourquoi ça devrait être la véritable entraille des soucis à la fois de l'État, de la population, de la société civile, des parents et de toute la nation sénégalaise. Vous avez parlé de la corruption, vous avez parlé de la crise des valeurs. La crise des valeurs, si on en reparle avec voilà ce qu'on voit à ce moment, je pense qu'il y a quelque chose qui l'a favorisé davantage. Il s'agit des nouvelles technologies, l'information, la communication, les TIC, les nouvelles technologies qui ont un peu tout gâché. Voilà, même si les parents éduquent très bien leurs enfants, les enfants sortent après, ils peuvent être métamorphosés, mais en premier, il faut indexer les technologies. Voilà, parce qu'un enfant peut être dans sa chambre, avoir son portable, il peut se faire ce que bon lui semble. Absolument. Et il n'y a personne pour le freiner. Absolument. Et je l'ai dit dès l'entame du livre. J'ai dit dès l'entame du livre que cette société tend à se pervertir à cause des ruses médiatiques,
née de ce qu'on appelle des technologies de l'information et de la communication. Parce qu'il faut le dire, quand même, c'est des technologies importantes d'une certaine mesure. Mais d'autres mesures, ils sont en train de ruiner mortellement la société. Parce que comme vous l'avez dit, alors l'enfant d'aujourd'hui n'est plus éduqué par ses parents. C'est le téléphone portable, c'est son Snapchat, c'est son Facebook, c'est son WhatsApp, c'est son Instagram qui est en train de l'éduquer. Parce que en dehors de l'école, l'enfant est pressé de ranger ses bagages et de se connecter à l'Internet. Et ceci ne va pas passer sans laisser de lourdes conséquences. Et c'est la raison pour laquelle on assiste aujourd'hui à cette prolifération de mots qui gagnent la société sénégalaise, en particulier la crise des valeurs. Donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne devraient pas être utilisées d'une manière négative. Tout à fait. Mais elles devaient être utilisées à bon escient. Je pense que les technologies ont un rôle manichéen en ce moment. Absolument. Parce qu'ils ont un rôle positif et un rôle négatif. Absolument. Et voilà, ce rôle négatif, il faut l'épargner. Il faut l'épargner. Voilà. Et ce rôle négatif est parti même jusqu'à toucher la littérature. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a la paresse. La paresse. Ouais. Alors, si par exemple je présente au public un roman de 205 pages, il y a certains qui vont me rire. Parce que, alors, il sera très difficile pour eux de se concentrer pour lire l'œuvre. Donc, les nouvelles technologies ont fini par nous injecter le virus de la paresse. Ce qui est véritablement dangereux. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus envie de lire. Ils préfèrent se connecter à l'internet, d'accord, visiter les sites, s'épanouir et tout simplement ne rien gagner en contrepartie. Par contre, si on veut véritablement être soi-même, si on veut être important dans la société, il faudrait que nous retournions vers la lecture. Parce que c'est un médecin national et international. Tout à fait. C'est un médecin qui soigne toutes les maladies. Véritablement, il faut donc retourner vers la lecture. Et la lecture est la base de toute connaissance. C'est la base de toute connaissance. C'est la base de toute connaissance, Monsieur Diop. Et quand on parle de crise des valeurs, on fait allusion à l'insécurité. Cette insécurité grandissante qu'on note actuellement dans le pays. On voit beaucoup de cas, des cas vraiment odieux, des cas... Vraiment, c'est déplorable. Et c'est dû à cette crise des valeurs. Si on avait ces valeurs, voilà, je pense qu'on pouvait éviter tout cela. Absolument. Parce que déjà, quand on vient au Sénégal pour la première fois, on entend dire que la teranga est le sénégalaise. Et la teranga est contraire au meurtre. La teranga est contraire aux agressions. La teranga est contraire au viol. Donc, un pays de la teranga qu'on a surnommé le Sénégal devrait être l'image parfaite d'une nation pacifique, d'une nation sans violence, d'une nation stable. Mais ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. C'est une nation qui est très éloignée de la teranga. Et tout cela est dû à ces crises sans précédent des valeurs. Parce que l'ancêtre sénégalais ne connaît que la teranga, l'hospitalité. Il aime rendre service, mais il n'aime pas blesser. Il aime pardonner, mais il n'aime pas violenter. Mais si aujourd'hui on en est à ce stade où véritablement il est impossible de rester une semaine sans entendre un meurtre, je crois que le problème c'est qu'on a perdu nos valeurs. Tout à fait. Et on dit en Wolof que donc si on minimise nos valeurs ancestrales, nous allons peaufiner et nous allons nous diriger vers un avenir qui n'est pas du tout rassurant. Et ça doit être véritablement banni. Et pour lutter contre ce fléau, il faut véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, retourner vers les valeurs ancestrales. C'est très important. On peut avoir une vie merveilleuse en se fiant des merveilles de la plage que vous avez édité, Monsieur Diop. Et voilà, l'édition au Sénégal, comment vous vivez ça? Et voilà, je vois que c'est un roman essentiel. Il y a un problème au Sénégal. Quand il y a la musique, tout le monde en parle. Voilà, mais à travers les œuvres littéraires, on voit des choses intéressantes. Mais malheureusement, c'est pas trop médiatisé. Comment vous l'analysez? Ça m'inquiète personnellement. On a tendance à concevoir que les gens préfèrent ce qui n'est pas sérieux que ce qu'il est. Aujourd'hui, l'édition pose un problème majeur au Sénégal. Qui ont des livres très intéressants, qui peuvent construire la nation, mais qui dorment dans les tiroirs par faute de moyens. Et si véritablement on compare ça à la musique, je crois que les gens sont plus intéressés par la musique. Et ça ne devait pas être le cas, ça devait être le contraire. Si l'on veut prétendre au développement,
Parce que c'est vrai, l'épanouissement c'est important. Mais il y a de plus important que l'épanouissement. C'est la culture du savoir. Et la culture du savoir passe nécessairement par le sérieux. Et le sérieux, c'est les livres. Donc, je crois qu'il faudrait que la société sénégalaise prenne en compte ces paramètres. Aujourd'hui, par exemple, alors, si j'étais un artiste de la musique, je sors un album, alors en moins d'une semaine, je parcours la planète. Mais si j'écris un livre qui peut aider des générations et des générations, alors, c'est pas trop médiatisé, c'est pas trop pris en compte pour la population. Et ceci n'est pas en connivence avec ce que nous rêvons, qui est le développement. Parce que le développement doit passer d'abord par le savoir. Et le savoir est un élément inclusif dans la culture. C'est pourquoi, alors, si vous me le permettez, je lance un message solennel à l'endroit du gouvernement, vraiment d'aider les jeunes écrivains. Par exemple, par la création d'une maison d'édition, alors, où l'écrivain, jeune ou talentueux, ou en tout cas vieux, alors, va avoir la possibilité de verser, par exemple, alors, un modeste pourcentage pour l'édition de son ouvrage. Et maintenant, le reste devra être pris par l'État à travers le ministère de la Culture. Ceci aiderait véritablement les jeunes vraiment mieux s'intéresser à la lecture et à l'écriture. Parce que pour être d'abord un écrivain, il faut d'abord être un lecteur. Et la lecture, passionné de la lecture. Très bien, être passionné de la lecture. De la littérature avant. Et voilà, c'est la littérature. Attelé. Si attelé pour véritablement devenir un écrivain. Donc si l'État, par exemple, mettait en place une bonne politique de la culture pour aider les jeunes écrivains, vraiment les mieux motivés à mieux prendre la plume, ce serait vraiment l'intérêt de la nation. Et véritablement, ça ne ferait que faciliter l'émergence dont nous sommes en train de battre dans ce pays-là. En tout cas, M. Moustapha Diop dit Tafa Aziz, merci de nous avoir gratifié de votre présence dans cette émission. Absolument. Voilà, j'en suis très content. Le mouvement, c'est les enseignants debout. Les enseignants debout. C'est un mouvement qui est né pour être la partie civile dans le système éducatif. Parce qu'on conçoit que de nos jours, le système éducatif est perturbé. Récemment, il y a eu une grève du G7, une grève, un déploiement suivi d'une grève totale. Et ça n'arrange pas l'école sénégalaise. Donc, quand je suis admis au concours de recommandé de le maître, nous avons jugé nécessaire de créer un mouvement qui va être considéré comme étant un canevas, un facilitateur entre les syndicats d'enseignants et l'État. Donc, comment en collaborant avec les parents d'élèves, afin de mieux motiver les enseignants à être vraiment à rester constants dans la tâche qui leur est assignée. Donc c'est un mouvement qui est en train d'être élargi dans les IEF et nous filons vers une assise départementale puis nationale afin de mieux diagnostiquer les problèmes vécus par les enseignants dans le poste respectif. En tout cas, c'est une bonne initiative à saluer et cela ne participe qu'à revaloriser le secteur de l'éducation au Sénégal. Merci à vous. Merci madame, je suis très content et très ravi d'être reçu dans ce cercle des écrivains. Et je salue de passer à tous les téléspectateurs de cette émission. Merci. Moustapha Diop qui était l'invité dans cette première partie de Cercle des Arts. Voilà, nous allons tout de suite passer maintenant à la rubrique du jour présentée par Fatoumata Seydir. Ces fils bougent, s'entrechoquent, parcourent un chemin au gré des mouvements des mains ingénieuses de ces hommes pour au final former cette étoffe de tissu. Ce chef-d'œuvre est appelé le pan tissé. Si vous faites un tour dans plusieurs maisons, vous serez surpris de ne pas y trouver l'ombre d'un pan tissé au Sénégal. Cette étoffe de tissu occupe une place importante dans la culture. Le pan tissé est très important. Ici, les femmes l'utilisent lorsqu'elles portent leurs enfants au dos. Il a des vertus et plein d'enseignements. Ce tissu est symbolique. Dans les cultures et civilisations, au-delà de l'esthétique, le pan tissé a des vertus incommensurables et constitue une richesse. Son utilisation est indispensable dans certaines cérémonies traditionnelles. Nous utilisons le pagne pour couvrir une femme prête à rejoindre son domicile conjugal. Nous l'utilisons également pour envelopper le nouveau-né, mais aussi lors des funérailles. Bref, il a beaucoup de rôles à jouer. Chaque femme doit l'avoir.
Le tissage du pagne n'est pas simple. Il obéit à différentes étapes. Le travail se fait à trois. L'un enroule les fils, l'autre tricote à tour de bras avec les mains et les pieds en action. Et le dernier nivelle, soulève à l'aide d'un bâton, contrôle le parcours des filets avec une concentration sans faille. Et tout se calcule pour ne pas faillir à la conception du tissu. Plus le travail avance, plus les formes apparaissent. Le travail est très dur. Nous nous levons très tôt pour s'y mettre. Et vous savez, la mise en place prend énormément de temps car il y a plusieurs étapes à respecter. Le travail est assez astreignant. Il obéit à des règles strictes et demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et d'abnégation. Pourtant, le métier ne nourrit pas son homme. Il arrive qu'on écoule facilement nos produits, mais parfois c'est très difficile. Notre plus grand souci est lié au comportement de certains clients qui parfois manquent de sérieux en termes de revenus. Nous n'avons pas grand-chose, 5 000 francs seulement. Les tisserands occupent une bonne place dans le registre de l'artisanat. Aujourd'hui, le pain tissé a parcouru le monde et fait partie des matières les plus valorisées par des stylistes de renom. Ce tissu a fini de se tailler un part dans la mode et a encore de bons jours dans cette sphère. Seulement, les acteurs du secteur peinent à valoriser leur savoir-faire, faute de moyens et d'aide de la part des autorités. Ces conceptionneurs, malgré leur dur labeur, devront se contenter du peu qu'ils y gagnent, car laissés au bas de l'échelle. Pour terminer en beauté, nous allons parler de la musique avec un musicien. Il s'agit de M. Alioune Ndiaye. Il est luthier et en même temps musicien. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour Fatou. Voilà, Monsieur Ndiaye, ça c'est un instrument traditionnel, c'est la kalimba. Monsieur Ndiaye, c'est quoi la kalimba? En fait, la kalimba est un instrument de musique d'origine Afrique centrale. D'après les ethnologues et les musicologues, son apparition est très ancienne. Elle semble dater 1000 ans avant Jésus-Christ, avec nos ancêtres africains. C'est entre les deux Congos. Mais pendant l'esclavage, ce sont les esclaves qui l'ont éparpillé partout dans le monde. Ils l'ont emmené au Cuba, aux îles Caraïbes, en Amérique du Sud et en Europe. Et c'est pour cela les 5 noms les plus connus sont Sanza au Brésil, le marimbola au Cuba et la kalimba en Afrique centrale et le piano à pouce en Europe. Ok. Donc voilà, la kalimba, vous avez parlé de ses origines. Voilà tout cela. Au Sénégal, est-ce que cet instrument est pratiqué par les musiciens? Pratiquement, je dirais même pas au Sénégal, mais en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Il y en a pas mal d'Africains qui ne connaissent pas la kalimba. Ouais. Donc c'est notre propre instrument de musique. Ouais. À cette époque, nos ancêtres fabriquaient la kalimba, il n'y avait pas de métal en Afrique. Ouais. Ils mettaient deux lattes de bambou pour servir les lames. Ouais. Et pour la caisse de résonance, ils mettaient 2 troncs de bambou, ils les collaient avec résine de bois. Et les 2 chevaliers, on avait notre propre gamme qui s'appelle la gamme des 7 notes. C'est bien avant do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Okay. On est d'accord que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ouais. On avait notre propre gamme qui s'appelle la gamme des 7 notes. Malheureusement, il n'y avait pas la langue africaine écrite, à part le Swahili en Éthiopie. Swahili. Et de nos jours, cette kalimba-là a fait le tour du monde grâce aux Occidentaux. Et on entend souvent la musique sénégalaise a une tendance de nigérienne et consorts. Et la kalimba faisait un rôle
comme un piano. En fait, elle a sa propre aussi transposition. Parce qu'on ne peut pas être un luthier sans être un musicien académique. Oui, vous êtes d'abord un luthier. C'est vous qui fabriquez cet instrument. Oui, je fabrique et en même temps je transpose. Parce que tu ne peux pas être un luthier sans être un musicien académique. Parce qu'après la fabrication de l'instrument, il y a la transposition qui vient de la gamme diatonique, de la gamme pentatonique, de la gamme des 7 notes. On est d'accord que l'Afrique est le berceau de l'humanité. J'entends souvent mes collègues artisans qui croient que la musique elle est latine ou bien elle est grecque. Mais la musique elle est d'origine africaine. Parce qu'avec la kalimba, ça servait de faire la musique transmystique. Et une musique qui s'appelle une musique berceuse. Et une musique qui s'appelle une musique thérapeutique avec nos ancêtres africains. Cette forme de kalimba, ça s'appelle le mbira zimbabwéen. Elle est rectangulaire. Et de nos jours, au Zimbabwe, on fait le ndopula qu'on connaît au Sénégal avec le lébou. Et au Zimbabwe, la kalimba est un instrument de transmystique. Nous font toujours avec des notes, avec des kalimbas. D'accord. Donc la kalimba qui a beaucoup d'aspects, des aspects traditionnels, mais mystiques et autres. Voilà. C'est un instrument de transmystique aussi. Voilà. Si on dit transmystique, la musique existait avant les religions. Avant les religions, nos ancêtres utilisaient beaucoup la musique pour faire plein de choses. Pour faire tomber la pluie, pour faire soigner, pour bercer et pour apprendre. Parce que dans la culture africaine, tout passait par oral. Et on servait beaucoup avec la kalimba. Tout à fait. En tout cas, mais dans les musiques sénégalaises, les musiques les plus célèbres, est-ce qu'on a l'habitude d'utiliser la kalimba ou bien il n'y en a pas au Sénégal? Il y a parmi les musiques les plus célèbres. Les plus célèbres, il y a une radio de la place depuis son ouverture à la générique du journal de midi, le journal Wolof. D'accord. Il y a une musique qui passe, c'est joué entièrement avec la kalimba. La kalimba, d'accord. Avec un groupe qui existait, mais maintenant ça n'existe plus. Ça n'existe plus. À part ça, on n'entend pas. Alors que la kalimba a une sonorité très spéciale, je pense. Bien sûr, la kalimba a une seule. Tu sais, la musique de la kalimba, pourquoi il faut soigner? Parce que ça vient du végétaux. Actuellement, on l'a modernisé. On a mis des lames. Ok, on l'a modernisé. Mais les lames, c'est des lames d'accordéon. C'est avec les mêmes lames qui est sur l'accordéon. D'accord. À la transposition aussi, on transpose comme les instruments à la mélophone. Les instruments à la mélophone, ce sont les instruments qui sont horizontales. Par exemple, balafon, kalimba, le piano, l'accordéon. C'est des instruments à la mélophone. À la transposition, c'est pas la même chose avec la guitare. La guitare a une manche, plus 6 cordes. Et à la transposition, c'est à la gamme de mi. Ils ont mis mi, la, ré, sol, si, mi dans la manche. Et la première case, il y a le fa et fa dièse, sol, sol dièse, etc. Jusqu'à la 12e case qui arrive encore en mi, là où on a démarré. Mais cet instrument, à la transposition, on commence par le milieu. Et on met droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche jusqu'à la fin. C'est fait à base de quoi? C'est fait à base de bois de teck de la Casamance, plus les lames d'accordéon avec plusieurs épaisseurs, parce que les épaisseurs ne sont pas pareilles. C'est comme à la corde d'une guitare. Au début, on a des 0,45, 0,55, 0,5, 0,6 mm et 0,7 mm. Et à l'accordage aussi, j'ai mis une gamme qui s'appelle mode en gamme. Parce que si on voit actuellement, j'ai eu la chance d'aller faire une tournée en France pendant 1 an. Et j'ai jamais entendu la musique sénégalaise. J'entends la musique nigérienne, j'entends le blues du Sahel, j'entends la musique malienne. Et à chaque fois, si on entend la musique sénégalaise, c'est avec un Sénégalais ou bien une Sénégalaise. Les autres n'écoutent pas notre musique. Et c'est là qu'on doit regarder et mettre encore plus d'efforts pour essayer de vendre notre musique ailleurs.
Parce qu'il y a une bonne relève au Sénégal pour la musique sénégalaise. D'accord. Mais il faut approfondir, aller creuser, parce qu'avec les réseaux sociaux et consorts là, on peut aller loin avec notre musique. Tout à fait. Voilà, je vous laisse jouer un peu. Vous chantez en même temps en pratiquant cet instrument ou bien vous avez l'habitude de laisser aller la musique comme ça? À l'heure là, présentement, je suis en train d'enregistrer un album de 17 titres. De combien de titres? 17 titres. 17 titres. Ok. Ça fait 1 an et demi avec un copain musicien qui a beaucoup vécu en Europe, à Grenoble. Ça fait 1 an et demi, il est là. Il est là. On est en train d'enregistrer un album de 17 titres. De 17 titres. En lui aussi, il est luthier. Il devait venir avec moi, mais il a eu empêchement au dernier moment. Il est luthier comme moi, mais lui, il est concentré sur les instruments à cordes. Il est luthier c'est un luthier qui fabrique le kamalingoni, qu'on ne connaît pas ici. C'est un instrument du Sahel. D'accord. Et le gambré du Mali, là. Le gambré qui fait du blues. Les Marocains aussi jouent beaucoup cette gambré-là. Et en fait, dans quelques mois peut-être, je viendrai auprès de vous, Al-Fadjiri, qui est notre télé. La porte vous est ouverte en tout cas. Voilà, il s'agit d'un instrument très rare, un instrument original qu'il faut essayer d'adapter à nos valeurs, à nos cultures, parce que c'est un instrument également d'origine africaine. Voilà, et vous avez l'habitude vous avez une fois joué en Europe, comment les Européens l'ont perçu cet instrument? En fait, tout ce qui est artisan, en tout cas au Sénégal, les consommateurs, c'est l'Occident. C'est l'Occident. S'il n'y avait pas l'Occident, ça ne va pas être... on ne va pas arriver jusqu'à ce terme-là. Parce que moi, j'ai découvert la kalimba en 2003. En 2003. Avec un luthier qui est français d'ailleurs, qui s'appelle Alexandre Grotondik, il est d'Avignon. Dans les années 80 aussi, il a vécu beaucoup au Sénégal. Il avait un groupe qui s'appelle le Fula Band. Il faisait de la musique acoustique. Et du coup, c'est lui qui a fait des recherches. Il est allé au Congo, au Brésil pendant des années. Et pour explorer la kalimba. Et du coup, c'est lui que j'ai rencontré en Basse-Casamance en 2003. C'est lui qui m'a donné la concept. En tant que Sénégalais, je ne connaissais pas la kalimba à cette époque. Et j'avais un groupe de musique. Je suis chanteur et en même temps guitariste. Et du coup, il m'a proposé. Au début, je ne connaissais pas la kalimba, je n'étais pas dedans. Mais d'année en année, je suis tombé amoureux de la kalimba. Et là, je suis devenu un kalimbo fula au Sénégal. Pour les gens qui s'activent à la kalimba, on les appelle les kalimbos? Les kalimbo fula. Les kalimbo fula, ça c'est quelle langue? Kalimbo fula, comme le djembé fula. C'est quelle langue? Kora fula, c'est un mandeng. C'est un mandeng, d'accord. Kora fula, djembé fula, bala fula et le kalimba fula. Ok. Vous enseignez également la kalimba. Est-ce que vous voyez des gens qui sont par cet instrument et qui essayent d'apprendre cela? Bien sûr. Souvent, je rencontre ce qu'on appelle les corps diplomates installés au Sénégal. Juste en face, j'ai des élèves. Ok, des élèves. Ils viennent 2 fois par semaine. Et
ils sont intéressés. Souvent, c'est des musiciens aussi, des joueurs de guitare, du pianiste, de l'accordéoniste. Oui. Et comme je dis à chaque fois, je suis autodidacte. Ok. Autodidacte, ok. Sur mon art. Mais je suis né artisan. Artisan. Depuis mon enfance. Oui, vous êtes artisan. Par exemple, avec Pape Ousmane, on a grandi ensemble. Et Pape Ousmane Ba, à l'âge très jeune. Oui. Parce que l'art, il faut l'aimer d'abord. Ouais. Avant, quand je le faisais, je ne savais pas que je peux vivre avec ça. Ouais. Et si un Sénégalais me voit même avec ça, il ne va pas croire que moi je vis avec ça. Avec ça. Et je vis bien et je m'en sors très bien. Vous en sortez prêt parce que vous avez même voyagé pour montrer. En plus, j'ai voyagé, j'ai fait un an de tournée. Et du coup, j'ai fait des spectacles là-bas avec la kalimba. Bien sûr. Mais ici au Sénégal, vous n'avez pas. Ici au Sénégal, non. J'arrive pas. Au niveau du ministère, j'ai couru. Vous n'êtes pas sollicité ici? Non. Voilà, je pense que, en tout cas, vous avez une part de responsabilité pour en faire essayer de faire aimer la kalimba aux Sénégalais. Bien sûr. Ce serait votre rôle. Et je pense, est-ce que la kalimba a un avenir au Sénégal? J'espère bien, parce que souvent j'entends les jeunes rappeurs là qui viennent de sortir leur album. Ouais. Je ne veux pas faire leur publicité. Ouais. Mais j'entends dans leur musique, ils ont mis des programmations avec un logiciel qui s'appelle Home Audio ou M Audio. Il le met et il joue la kalimba avec les synthés. Ok. Voilà, vous associez la kalimba avec d'autres instruments ou n'importe quel instrument. Vous pouvez en citer quelques-uns? Bien sûr, parce que la kalimba, c'est un instrument d'accompagnement. Ok. Je peux jouer avec toutes sortes d'instruments de musique modernes. Ok. Par exemple, l'album qu'on vient de faire, là, il y a la guitare, il y a le piano. Mais à chaque fois, la kalimba, son son, tu arrives à l'identifier rapidement, parce que ce n'est pas la même chose. Parce que ça fait des notes percussions, il y a de l'harmonie, il y a de mélodie, et en même temps, il y a aussi une espèce de bruit de l'eau qui sort sur la caisse de résonance. Par exemple, les lampes, on les appelle des lampes vibratoires. À chaque fois, là, quand tu entends la lampe, ça fait un son un peu, c'est comme l'eau qui coule. Parce que là, on est en plein air, on ne peut pas entendre certains sons. Mais la kalimba, en tout cas, ça fait plein de choses, quoi. Même si on ne le croit pas, tu arrives même à soigner des mal de tête, des mal de ventre avec la kalimba. Avec la kalimba, on peut soigner les maux de tête et autres. Bien sûr. Donc, c'est curatif. Hein? Oui, bien sûr. C'est un instrument qui soigne. C'est là-bas qu'elle est thérapeutique. Donc, c'est un instrument thérapeutique aussi. Hein? Bien sûr. Un instrument qui calme, qui soigne. Bien sûr. Ça va intéresser. Et ça berce aussi. Donc si tout le monde savait ses atouts, ses vertus, je pense que tout le monde allait donc s'intéresser à cette kalimba. Oui, normalement, parce que souvent, nous, au Sénégal, on est un peu moderne. Oui. On veut se développer, mais il y a la conséquence du développement à chaque fois. Si on se développe, à chaque fois on perd plein de choses dans la culture. On commence maintenant à valoriser la musique avec le style moderne, mais auparavant il n'y avait que du mbalax, voilà, du mbalax dedans. Mais maintenant on voit des changements côté. Même je dirais le mbalax d'avant et le mbalax d'aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce qu'avant on avait le mbalax, c'était afro. Et cet afro-là, si on avait continué avec cette musique-là, ça va pas être mal. On arrive à exporter quand même notre musique. Mais ils ont arrêté et ils ont mis le marimba, ils ont mis au moins 50 sabars. Et finalement, toute la musique sénégalaise se ressemble. Par exemple, moi, j'ai des Européens qui viennent me voir souvent à la maison. Mais si je mets à chaque fois malach, elle n'arrive pas, ou lui, il n'arrive pas à identifier que ce n'est pas le même chanteur. C'est pas le truc. Pour lui, à chaque fois, c'est le même gars. Parce que c'est le tempo du sabar qui arrive à mettre à chaque fois la même chose. Parce qu'on joue avec des baguettes. Par exemple, le congas et le bougarabou qu'on a ici en Casamance. On a aussi le djembé. Mais il faut savoir jouer des notes. Parce que le ballet, c'est à part. C'est pour danser. Mais quand tu joues la musique, tu es obligé de jouer avec des mesures et des temps. Mais nous, on ménage tout.
C'est ça qu'on appelle la musique sénégalaise, malheureusement, quoi. Ouais. On n'arrive pas à l'amener ailleurs. Même au moment même, ça t'étouffe. Voilà, merci donc M. Alioune Ndiaye de nous avoir gratifié de votre présence ici sur cette plateau Cercle des Arts. Votre dernier mot? C'est moi qui vous remercie, madame, et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Pour l'accès et tout. Merci et beaucoup. Vous êtes humble et simple. Merci beaucoup. Parce que si ça se passait comme ça ailleurs, actuellement, j'aurais dû faire plein de prestations comme celle-là pour faire connaître la kalimba au peuple sénégalais. En tout cas, on est là pour promouvoir la culture sénégalaise. C'est le but de Cercle des Arts. Voilà, merci à vous, M. Alioune Ndiaye. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été au rendez-vous de cette émission Cercle des Arts. Un grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci à El Hadj Saliou Bey, merci à Pape Modou Faye, merci à Ouzin, à Ndao également, merci à Barak Mbaye côté montage. Un grand merci également au personnel de la place du Souvenir et nous